Comment on en est arrivé là? Ok, on vous explique. Moi, c'est Ingrid, je suis restauratrice et voici Julia. C'est elle qui sera derrière la caméra. La façade rouge derrière moi, c'est mon premier restaurant. Il fut un peu le point de départ d'une question simple. Quel est ce lien qui unit les restaurateurs aux producteurs? Et est-ce que les restaurateurs connaissent réellement l'histoire des produits qu'ils cuisinent? Une idée est donc née. On va aller rencontrer des agriculteurs et leurs chefs partenaires. Nous restons dans cette belle région des Pays de la Loire pour découvrir notre deuxième agriculteur. Bienvenue dans le très vert bocage vendéen. Nous arrivons sur la ferme de la Flosselière à Sèvremont, une ville qui appartient à la communauté de communes du pays de Pouzauges. Nous partons à la rencontre de Jolane Brebion, un éleveur de vaches laitières. J'avais entendu parler de ce jeune agriculteur lors d'une discussion avec mon fournisseur de produits laitiers et il me tardait de pouvoir le rencontrer. Bienvenue à la ferme à la Flosselière. Merci beaucoup Jolane de nous accueillir sur cette magnifique ferme en Vendée. Qu'est-ce que tu élèves ici? Alors ici j'élève des vaches laitières de races différentes. Donc il y a notamment la normande, la montbéliarde, la cimentale, de la jersiaise également aussi et de la primolstein. À l'arrivée à la ferme, ce qui nous avait frappé, c'est toutes ces races de vaches aux différentes couleurs. Habitués à des vaches blanches et noires, ça nous a pas mal intrigués. Surtout Julia. En quoi le lait est différent selon les vaches? Est-ce que du coup il y a un lait de meilleure qualité selon... Sur les races, ouais. Par exemple, une primolstein fait un lait de plus mauvaise qualité parce qu'elle a été sélectionnée sur la productivité, alors que la race jersiaise, elle produit un lait de meilleure qualité mais en moindre quantité. Okay. Voilà, c'est dû à la sélection. Est-ce que tu peux nous parler des croisements entre races? Alors oui, donc il y a un autre intérêt aussi un peu plus technique, donc le croisement des races. Donc l'intérêt est de rechercher l'effet hétérosis. Donc l'effet hétérosis, en fin de compte, c'est un gain de génétique qu'on a sur un croisement entre deux races différentes. Donc concrètement, on croise une vache normande avec un taureau jersiais, ça nous fait un meilleur produit que le papa ou la maman. Donc ça veut dire que la future vache, la future génisse, elle produira plus de lait que sa maman, ou elle fera un lait de meilleure qualité, ou elle tombera moins malade. Enfin, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup dans l'agriculture? Non, très peu. En France, la majorité des éleveurs travaillent avec une seule race. Donc non, ça se fait pas, on voit pas ça partout dans les campagnes. Et toi, tu trouves ça normal de croiser différents animaux? Ah oui, moi ça me dérange pas du tout. Justement, au niveau technique, je gagne l'effet hétérosis comme j'ai pu expliquer. Et, je trouve ça très complémentaire et ça change. J'aime bien avoir des animaux de toutes les couleurs. Chez Jolane, toutes ces vaches sont dehors et se nourrissent d'herbes fraîches. Il pratique le pâturage tournant dynamique, ce qui représente pour lui de nombreux avantages. Mais qui dit pâturage tournant dynamique, dit changement de parcelle journalier pour avoir de l'herbe fraîche et abondante. Et c'est parti pour la mini transhumance. Julia, fais attention, il y a une énorme bouse. Va pas te la reprendre, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Là, se demande ce qui se passe, pourquoi on bouge tous en même temps. Bon, là, il y a du courant aussi. On va passer par au-dessus. Courant. Ouais. Donc c'est important, mine de rien, quand on range les animaux de parcelle, de compter qu'il y ait bien tout le monde. Il faut éviter de laisser un animal dans une parcelle tout seul, parce que c'est un risque à ce qu'il s'affole. Et après, c'est compliqué pour le ramener tout seul. Donc il faut vraiment faire attention que tout le monde est là pour que tout se passe bien. Il y en a combien? Il y a 19 vaches et génisses, là, en comptant le petit veau. Donc là, je les ai comptés, tout va bien. Tout le monde est là. Tout le monde est là? Ouais. Tout va bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as pris la décision de nourrir tes vaches uniquement avec de l'herbe? J'ai pris cette décision parce que, tout d'abord, les vaches sont des herbivores. Donc, elles vont trouver dans l'herbe pâturée un fourrage équilibré. Donc, elles auront tout ce qu'il faut pour leur croissance, pour la production laitière. Contrairement à d'autres fourrages comme le maïs ou voilà. Parce que la contrainte de l'herbe, c'est bien, c'est un fourrage équilibré, sauf qu'elle permet à la vache de produire un maximum de 20 à 25 litres de lait par jour. Alors qu'avec un maïs ensilé, par exemple, corrigé avec du soja, par exemple, la vache peut atteindre une plus grande performance, aller jusqu'à 40 litres de lait par jour. Mais ça coûte plus cher vu qu'il faut acheter du soja importé souvent et produire du maïs. D'accord, donc en fait, la différence
pour la personne qui va boire ton lait, ça va être qu'on retrouve vraiment que des matières naturelles dans ton lait, uniquement en fait les nutriments qu'on va trouver dans l'herbe. Dans l'herbe, naturellement. D'accord, Voilà. très bien. Contrairement à un maïs en silage où s'il y a de l'excès d'énergie, il faut équilibrer avec de l'azote. On rentre dans le technique un peu, mais c'est un peu plus compliqué. Et ce n'est pas la seule chose technique que l'on va apprendre aujourd'hui. En effet, Jolane pratique ce que l'on appelle le vélage groupé de printemps. Donc en fin de compte, l'herbe, elle pousse, on va dire, du printemps à partir de mars jusqu'à novembre. Donc je fais du vélage groupé de printemps pour coïncider la courbe de lactation des vaches avec la courbe de production de l'herbe. Mes vaches vont commencer à véler en février, elles vont commencer à produire du lait en février-mars, et ça va permettre d'avoir une herbe en quantité et en qualité suffisante pour stabiliser leur production et produire du lait en quantité suffisante. Mais le grand intérêt aussi, c'est d'avoir 2 mois de tarissement l'hiver. Donc le tarissement, c'est que les animaux sont plus en production, ne produisent plus de lait. Donc ce qui permet d'avoir du temps libre pendant 2 mois l'hiver. Et pendant les périodes de fête de fin d'année aussi, donc c'est intéressant. Et le petit veau, il a quel âge? Il a 1 mois, il est né le 2 juillet. Déjà Ah bah oui. Ah bah, il est tout seul avec sa maman, donc il profite de tout le lait disponible. Donc voilà, ça fait des beaux petits veaux après. Donc c'est elle, sa maman, celle qui est devant nous là. On voit qu'elle a la mamelle un peu plus gonflée que ses voisines. Donc la vie est belle pour lui, il mange de l'herbe tendre avec du trèfle. Et c'est ça que tu défends, toi, une agriculture comme ça, saine. C'est l'agriculture que j'aime, qui respecte la nature, qui... En fin de compte, c'est une production qui se calque sur ce qui se passe dans la nature, donc c'est ce qu'il y a de plus le mieux pour les vaches, quoi. Et des vaches bien traitées, après, elles nous le rendent bien, elles font du bon lait. Donc il faut absolument bien les traiter, ouais. Ces techniques agricoles, très respectueuses des rythmes naturels, Jolane les a apprises auprès de Gérard Grandin. Un apprentissage riche qui permet aujourd'hui à Jolane de s'épanouir dans son métier d'éleveur. Et du coup, pourquoi est-ce que tu t'es dirigée vers Gérard pour la formation? Parce que j'étais déjà très attiré par les systèmes un peu low cost, travailler avec de l'herbe, des vaches rustiques, tout ça. Je ne comprenais pas pourquoi déjà dans l'environnement agricole, pourquoi je voulais du maïs. Pour moi, j'ai toujours appris à l'école qu'une vache était herbivore, donc qui mange de l'herbe. Donc j'ai jamais compris pourquoi on leur donnait du maïs. Donc j'ai commencé à rechercher sur internet s'il y a des éleveurs qui faisaient que de l'herbe, quoi. Parce que pour moi, c'était la méthode la plus naturelle et économique au final, parce que l'herbe, ça pousse tout seul. Bah, bien sûr. J'ai trouvé un article sur internet sur lui et j'y étais au culot. J'ai envoyé un courrier, puis je lui ai demandé si c'était prêt à me prendre en apprentissage. Et la réponse a été favorable. Du coup, j'ai passé 2 ans chez lui. D'accord, génial. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'agriculture? En fin de compte, ouais, c'est un peu cocasse. Au début, je voulais pas être agriculteur, je voulais être paysagiste. Sauf que après le décès de mes grands-parents, je sais pas, il y a eu une sorte de révélation, un retour à la terre. J'ai toujours été lié un peu ici, j'ai toujours été petit, j'étais à la ferme. Et je sais pas, la passion des vaches est arrivée d'un seul coup. Garder les terres familiales aussi et les valoriser comme il faut en faisant une agriculture un peu naturelle. Voilà, c'est vraiment ce qui me passionne. C'est du paysagisme à grande échelle. Non mais c'est clairement ça. Parce que c'est de la gestion de milieu, gestion de haies. Et que le pâturage, c'est de la gestion de la terre aussi. Enfin, c'est pas que être agriculteur, en fin de compte. C'est préserver l'environnement autour que les vaches utilisent aussi. Pour aussi préserver l'environnement, c'est très important. Garder des prairies permanentes aussi, parce que c'est des énormes pièges à carbone. Surtout que c'est un équilibre fragile, quoi. Donc, Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a beaucoup de jeunes, maintenant même des villes, qui reviennent à la terre? moi, je trouve que c'est important, c'est primordial, parce qu'actuellement, on compte 2 départs pour une installation. Donc s'il n'y a pas ces jeunes citadins des villes qui ne viennent pas remplacer la main-d'œuvre qu'il y a dans les fermes, on n'y arrivera jamais. Ça va être des fermes qui vont faire que de s'agrandir. Là, je suis sur 50 hectares, ça reste une ferme moyenne. Mais si ça continue, si le voisin arrête, si encore un autre voisin arrête, je vais me retrouve avec 100 hectares tout seul. Et c'est pas vivable. Il faut absolument qu'il y ait des jeunes qui viennent pour entretenir le milieu et continuer la tradition, on va dire, le terroir local et pérenniser l'agriculture locale, quoi. Un argument pour ce magnifique métier? Bah voilà, c'est mon bureau, l'herbe, les vaches, le beau temps. Non, on s'adapte comme on veut, on est patron de soi-même. Il n'y a personne pour t'engueuler si tu fais une connerie. C'est génial. Oui. Nous repartons de la ferme de la Touche Fleurie, enrichis de nouvelles connaissances et aussi d'une nouvelle vision de l'élevage de vaches laitières.
Touchés par la sensibilité, le pragmatisme, la conscience écologique de Jolane, cette rencontre nous remplit de joie. Et nous avons plus que jamais hâte de découvrir de nouveaux acteurs engagés du monde agricole.